J'ai eu du mal. Je l'ai pas. Moi, je l'ai pas non plus. Mon cerveau Par rapport ne au slip. fonctionne plus là. Je comparais les PC en slip. Ah, d'accord. Ça marche aussi. Bonsoir. Est-ce qu'un slip est mieux qu'un PC? Nous allons le savoir. Non. Tu t'habilles moins avec l'un qu'avec l'autre, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Bah, c'est un peu moins confortable quand même. Hein. T'as essayé? Oui, figure-toi. Puisque avant que mon ordinateur soit mon ordinateur, c'était un slip. C'est pour ça qu'il déconne autant. Ah, tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'exslip, oui. Tout Effectivement, C'est un peu dur à dire. C'est très difficile à dire, effectivement. Notre sexy. rewind de l'année prochaine pour Riverside ne sera pas meilleur, hein, je pense. Entre des ah 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 et des franchement, je vais Ils leur ont gardé envoyer. que le meilleur. Je vais leur envoyer un message. C'était pour se foutre de notre gueule ou quoi? Parce que je vous signale qu'on paye quand même. Non, On mais n'a pas franchement, besoin d'opposition lorsqu'on arrive vers Side. C'est ça. Pas besoin d'ennemis. oh là. Pas On besoin y de- va? C'est On technique, mais garde on y toutes est ces déjà. bonnes vannes pour le podcast. Oui, mais on est déjà en train d'enregistrer. On est tu sais. déjà en train Ah de... bah, On est en direct là, ça tourne. Il fallait qu'il y en ait une qui suive pas. ça. Si tu savais depuis combien d'épisodes j'attends que en fait quelqu'un ne remarque pas que j'ai lancé l'enregistrement Non, pour mais moi, pouvoir c'est- avoir ce genre de moment. C'est bon, 3 semaines d'absence, j'oublie tout. Hein. Vraiment, n'importe quoi. Moi, je le sais, au ton de la voix de Fred. Ta voix change et je sais qu'on est en live parce Il que tu prend parles sa pas de voix la même- de Ouais. présentateur. Et Je prends ma voix de c'est radio. parti. Et il prend sa voix de forain, tu sais. Ok, let's go. Ok, let's go. La voix de forain. Je préférais le présentateur, franchement, à choisir. J'ai rien contre les forains, mais bon. Ouais, Ça dépend attention. si c'est pour mettre des patates, vaut mieux être un forain qu'un présentateur. Ou C'est une vrai. raclette. Aussi. Une raclette. C'est ma reco de cet épisode, c'est la raclette. Mais voilà, très J'ai bien. toujours pas fait de raclette, moi. Vous imaginez. Moi non plus. Quel On hiver fait pourri trop. je suis en train de vivre. On n'est pas encore en hiver, hein. C'est encore pire. Hein C'est double déception. Par contre, on est dans l'épisode 54 de l'hebdo de Culture Club Sandwich, quand même. Dans Voilà, le encore studio une fois. 54 même, j'ai envie de te dire. Ah ouais. Ah, carrément. Eh ben, dis donc. C'est mal barré. Bon, avec moi pour ce dernier épisode de 2025, il y a donc Sarah, Salut, salut, salut. il y a Roger, et si vous savez pas de qui je parle, ben, vous n'avez qu'à venir voir sur YouTube et sur Twitch. Hein, à chaque Bonsoir, fois, pour tous m'assurer du succès de ce podcast, j'ai mis une boule à facettes, mais sauf qu'elle est hors champ. Donc voilà. T'as mis une boule à faussette, mais Une qu'est-ce boule à facettes. On est au studio 54 en fait. Ah, d'accord. Oui, Mhm. voilà, merci. On a Olivier. Salut. J'ai aucune Et- blague sur le studio 54. Bah, c'est un pastis plus 3. Eh ben, Le tu- C'est un jeu de bon. cartes. J'ai pas le mieux. 51, pas mal. Pas mal. C'est les chiffres et les lettres, quoi. J'ai pas plus. Et Elodie. C'est ça. Bonsoir. En 5. Non, c'est pyramide maintenant. ça. Ah là là. Ah là là, c'était des jeux quand les gens étaient encore un peu intelligents à la télé. Faut pas trop se foutre de la gueule des gens des chiffres et des lettres. Ils ont quand même envoyé au prud'homme France Télévisions. J'ai pas envie de me prendre un procès, je vous le dis tout de suite. Je me fous pas de la gueule du chiffre et des lettres. Je ne sais pas, je ne commenterai pas. C'est Elle a le peur. sujet touchy de Sarah, quoi. C'est les chiffres et les lettres. Wow. Les chiffres et les lettres. On peut se faire envoyer au prud'homme pour moins que ça. Ouais. Mais Bon. du coup, on peut parler de Slam. Ça existe encore ? Oui, ça existe encore. Slam, c'est quoi? incroyable. C'est l'autre jeu de France 3 en fait. C'est un jeu de mots croisés. Ah ouais? Voilà. C'est pas le C'est genre une chose, de musique de grand corps malade plutôt? Entre autres. Moi, je croyais que les jeux de mots croisés, c'était une blessure qu'on se faisait. Putain, j'ai les jeux de mots croisés, là. C'est pour ça que je suis pas devenu footballeur. Oh putain, ça va être long. Ça fait 4 minutes 41 qu'on enregistre, on a toujours pas parlé de pop je me suis culture. fait un- Des cultures! C'est- Je me suis C'est des jeux de fait mots un de claquage. gamin, ouais. Mais si, le slam, etc., c'est de la culture. C'est vrai, Hein, voilà, c'est avec pas un comme grand le C.
Oui, Comme Cyril Ferraud. exactement. Qui est le présentateur de Slam, justement. Oh là là, la boucle est bouclée, on est fort. C'est très 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 fort. C'est très 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 fort. Et donc ce soir, au programme, il y a du film, il y a de la lecture, il y a de la musique, il y a du jeu vidéo et un peu d'autres choses que je regarde dans les récaps. Je n'ai pas préparé qui faisait les récaps en premier ou quoi que ce soit, donc désolé si jamais j'en prends un au hasard et qui va me dire j'étais pas prêt. Tant pis. Donc pour éviter ça, je vais commencer par mon récap, comme ça vous êtes un peu plus de temps. Voilà. Qu'est-ce Et qu'il est surtout que sympa, ce Fred. Et puis en fait, tu m'as fait penser à un truc en disant Cyril Ferraud, parce que j'ai fait cette blague-là en jouant à un jeu que je joue beaucoup en ce moment. Dans Ark Raiders, il y a une arme qui s'appelle le Ferraud, et à chaque fois, c'est passe-moi le Cyril. Tout le monde joue à ce jeu en ce moment, c'est quand Mais même c'est dingue. normal, parce que c'est Game of the Year pour le multijoueur, ouais, non, et c'était le mais- mien aussi. Ça a 4 millions de ventes, 700 000 joueurs cumulés sur toutes les plateformes en simultané, ce qui est quand même pas mal du tout. Et puis demain, là on est le 15 décembre, et le demain, le 16, sort la mise à jour, la première mise à jour assez fat, parce que ça fait que 1 mois et 15 jours qu'il est sorti le jeu, faut pas l'oublier quand même, donc... c'est un succès assez tonitruant, mais donc demain sort la mise à jour Cold Snap, avec quelque chose que tout le monde attendait un petit peu du coin de l'œil dans la roadmap, parce que c'était l'arrivée de la neige dans l'univers du jeu. Et on s'est dit, ça va être joli. Sauf que ils sont malins chez Embark, ils se sont dit, oui, ça va être joli, mais vous allez souffrir, parce que la neige, ça implique quoi? Que tu Il fait glisses. froid. Eh ben non, pas le froid, la glisse, oui, parce qu'en fait, toutes les étendues d'eau qu'on peut trouver sur le jeu seront gelées. Putain. Donc, la glisse, oui. Le froid, c'est engelure. C'est le corps qui a plus de mal. C'est les tempêtes de neige qui font qu'on voit moins bien. Donc, il va falloir gérer sa santé encore plus, parce que plus on reste dehors, plus on a froid, plus on se fait mal. Donc, c'était déjà pas assez difficile comme ça parfois, mais bon, c'est pas très grave, ça va être joli. Et derrière tout ça, on a un événement qui s'appelle donc les flammes vacillantes, où en gros on va avoir des missions spéciales, des objets spéciaux, des choses à récupérer et un peu d'histoire en plus. Et puis moi je suis content parce que là ça fait plus de 80 heures que je joue dessus à mon petit rythme. En un mois et demi ? En un mois et demi, oui. Ah ouais. Faut savoir qu'en général, la moyenne d'heures sur les personnes qui sont vraiment accros, on est plutôt sur les 160 heures. Mais, et plus. Le double de toi, J'entends quoi. une porte qui s'ouvre et ça commence à me stresser. Derrière. Non. S'il y a personne chez toi, c'est stressant, ouais. Si, il y a des enfants. Mais 80 heures pour quelqu'un qui a un boulot, qui a pas toutes ses soirées non plus, je trouve que c'est pas trop mal. D'autant plus qu'après 80 heures, j'en ai toujours pas marre d'y jouer, j'y vais avec plaisir, et surtout, chaque partie est vraiment différente encore maintenant, alors qu'on finit par connaître un peu les cartes et savoir un peu comment ça se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été assez malins chez Embark au niveau de ce qu'on appelle le matchmaking, donc les gens avec lesquels tu vas jouer. C'est qu'au lieu de se baser sur ce que tu as comme arme et comme compétence, on se base plutôt sur ta façon de jouer. Donc si tu es sympa, si t'es pas sympa, si t'es un espèce de gros dégueulasse, on va te mettre avec des gens qui, si t'as fait le con ou le connard, on te met que avec des connards. Ah, Comme c'est ça, vous malin, vous entendrez ça. bien ensemble. Et donc si t'as été un peu plus sympa, on va... pas à 100%, mais on va augmenter le fait de rencontrer des gens qui sont là juste pour S'amuser, jouer et faire des ouais. missions, quoi. Et donc, il y a toujours quand même la crainte de est-ce que réellement la personne qui arrive là en face de moi, elle est OK ou pas? Et donc, on a, comme je le disais déjà pendant mon test, on a toujours les petites commandes vocales automatiques ou la commande vocale en jeu où tout le monde se dit salut! Ne tirez pas. Puis alors, en gros, ils vont te répondre ok, pas de problème. J'ai même eu des moments où quelqu'un a eu peur, m'a tiré dessus. Je fais oh, tire pas dessus, je suis pas là pour me battre. Excuse-moi, désolé. Il arrive, il me soigne. Sympa. Sympa le gars. Le nombre de fois où c'est arrivé, c'est assez fréquent et on rencontre quand même des connards qui sont juste là pour buter ou qui attendent le point d'extraction pour piquer tout ce que tu as trouvé sur le terrain. Mais ça fait partie du jeu, et puis en fait, voilà, tu t'y fais très bien, et j'attends de voir comment la neige va changer un peu la façon de jouer des gens, parce que là, tout le monde va vouloir rentrer à l'intérieur, Titre. il va pas y avoir assez de place pour tout le monde. Titre. Titre, voilà. Et puis je me demande comment les robots vont réagir à ça, parce qu'il faut pas oublier qu'il Titre. n'y a pas que des joueurs, il y a des robots, non,
Non, les robots qui réagissent. Ouais, non, mais les robots, ils sont gérés par des personnes avec un casque. T'as pas vu la vidéo? Non. Il y avait un robot Tesla, c'est ça? Ouais. Qui Un a robot. des crises d'épilepsie, là? Non, en fait, il y a Non, la c'est pas personne. celui-là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tous Il y a un des robot, problèmes, en fait. Il était en train d'agir, et puis à un moment Ah, donné, puis tu vois il vraiment a tout qu'il fait le lâché. mouvement. Il fait le mouvement comme s'il enlevait son casque, et puis il tombe. Ouais, c'est ça. Et en fait, Ouais. c'est ça. Et c'est la personne qui le guidait, en fait. Soi-disant, c'était l'IA qui le guidait. Mais en fait, l'IA, c'est juste le prénom du gars, je pense. Hein. Il s'appelle l'IA. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi, c'est mon... Dans mon récap, il y a ça, parce que c'est demain, c'est très très chaud. Mais sinon, après, niveau musical, je suis tombé en amour d'un violoniste français qui s'appelle Jean-Luc Ponty. Donc je ne sais pas si vous Un connaissez. violoniste. Un violoniste. Pardon. J'ai entendu un violoniste. Un violoniste. Ben, il est vieux aussi, hein, voilà. Il est né en 42, donc oui, il est vieux. Donc il fait surtout du jazz et jazz fusion, et il y a un album qui s'appelle Océanique. C'est Océanique. Merde. Voilà, je ne trouve plus le reste. Énigmatique Océane, voilà, c'est ça. Qui vraiment est du jazz fusion qui t'emmène loin voyager. Je connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus totalement par hasard. Bon, après, C'est son dernier album ou il en a fait Ah non. Ça, c'était l'album qui date de 77. Le dernier album date de 2011. Ah oui. Voilà, bon, il a quand même 83 ans, donc des albums, il en sort plus beaucoup, mais il a quand même une petite vingtaine d'albums, donc plus des collaborations. Voilà. Et puis il a aussi travaillé avec un certain Frank Zappa. Après, bon, voilà. Excusez du peu. Donc voilà, si vous aimez un peu le mélange fusion, jazz, funk et orchestral, voilà, essayez Jean-Luc Ponty, c'est quand même pas mal du tout. Ça fait voyager. Ok. Voilà, c'est tout de mon côté. Donc je joue et je voyage, dans les deux cas. C'est Pas bien. mal. C'est déjà pas mal. Alors, par contre, qui est prêt maintenant? Que je sache que je me prépare avec l'image de préparation. Aussi, alors que je regarde pour... Bon, on va commencer par Elodie, hein. Qu'on sort dans le jeu vidéo. Oui. Avec ta recommandation. Ah, ma recommandation. Parce Ah que bah les oui. deux, ça marche, jeux vidéo, finalement. Oui, sauf qu'il marquait saison 1 sur l'autre. Oui, mais bon. Donc je veux bien que je suis un peu con, mais pas à ce point-là. Oui, mais il y avait un lien, tu vois, ça pouvait marcher. Oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui m'a fait vivre l'expérience la plus improbable de ma carrière de joueuse, si on peut appeler ça une carrière. J'ai passé à peu près 3 heures à incarner un bébé, mais un bébé avec des pouvoirs psychiques. Et je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais en fait c'était incroyable. Donc comme vous le voyez, le jeu s'appelle Goodnight Universe, et derrière ce titre tout doux, presque comme une petite berceuse, eh bien se cache un jeu narratif super original qui essaie quelque chose, qui prend des risques et surtout qui fonctionne vraiment bien. C'est développé par le studio Nice Dream, qui a un nom qui va hyper bien avec le style du jeu, et c'est édité par Skybound. Et franchement, je m'attendais pas à être autant embarquée parce que je pensais que ça serait une petite aventure narrative, voilà, toute mignonne et puis c'est tout. Mais en fait, non. Alors, Goodnight Universe, c'est quoi? C'est comme je disais, c'est un jeu narratif où en fait on y joue Isaac, un bébé de 6 mois qui est absolument adorable, qui est rondouillet, mais surtout qui est télékinétique, télépathique et potentiellement un futur X-Men si quelqu'un lui offre un petit costume bleu et jaune de taille 3 mois, et il serait absolument adorable. Déjà, avec la télépathie et la télékinésie, je pense que ça... Là... Est-ce qu'il Oui, est, c'est déjà pas mal, hein. est-ce qu'il est HPI ou pas? Parce que bon. Alors, franchement, on peut dire oui. Comme tous les nouveaux enfants. Enfin, C'est pour ça que je pose la question. Mais il y a un petit peu plus. Je veux pas vous spoiler parce qu'il y a vraiment. C'est un peu une histoire à twist, donc je veux pas trop en dire, mais ouais. Et est-ce que c'est Alec Baldwin qui fait sa voix? Non, alors j'en parlerai, mais c'est effectivement quelqu'un de très connu qui fait sa voix. J'y étais presque. Presque. Bah ouais. En fait, Isaac, il peut déplacer des objets avec son esprit, il peut écouter les pensées des gens autour de lui, il peut ressentir leurs émotions et comprendre plus que ce qu'un bébé devrait comprendre. En fait, on est un peu dans un mélange de poésie, de mignonnerie et d'une petite dose d'inquiétant parce qu'on est quand même un bébé surpuissant qui pourrait faire voler la table du salon. Et d'ailleurs, on va pas se gêner, on va faire voler la table du salon. Mais en fait, la vraie particularité du jeu, c'est le gameplay.
parce qu'en fait, on joue avec notre visage. Alors, il y a un côté point and click classique, mais en fait, on joue beaucoup avec notre visage, qui devient la manette. En fait, on cligne des yeux, on sourit, on fait la gueule, on tourne la tête, et en fait, bébé Isaac réagit en fonction. Est-ce qu'on peut faire des proutes, en fait, et ça fait réagir? Non, il n'y a pas les proutes. Comme ça. Personne t'empêche d'en faire, mais ça n'aura aucun C'est pas très réaliste pour une expérience de bébé de 6 mois, quand même. Non, mais je peux pas spoiler, mais c'est pas vraiment un bébé de 6 mois, parce que c'est pas tous les jours que tu croises un bébé. C'est une réincarnation, encore une fois. Non, c'est pas du tout ça. C'est mieux que ça. Mais je veux pas vous spoiler. Donc, en fait, c'est hyper malin parce que le gameplay est totalement aligné avec l'idée du jeu, puisqu'on incarne un bébé. Et en fait, être un bébé, c'est quand même être assez limité. On peut pas faire grand-chose physiquement, mais on peut ressentir énormément de choses. Et du coup, jouer avec les micro-expressions, ça colle parfaitement. Mais derrière ce côté fun et un peu gadget quand même, il y a quand même une histoire assez émotive et intime qui est assez surprenante parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, Isaac, c'est pas juste un bébé avec des super pouvoirs, c'est un bébé au milieu d'une famille qui va pas très bien. Une famille où les parents galèrent, où ils doutent, où ils se disputent assez souvent. Ils essaient de bien faire et ils y arrivent pas toujours. Et ce que le jeu réussit super bien, ça nous fait ressentir ces tensions, mais du point de vue d'un bébé. Donc en fait, on comprend pas tout, mais on ressent tout. On capte les émotions et on capte les non-dits. Et parfois même, du coup, on capte les pensées. Et en fait, ça crée des moments assez forts. Avec ça, visuellement, c'est effectivement pas un jeu photoréaliste, mais on est sur une direction artistique assez simple, un peu stylisée et surtout très douce. Et ça sert parfaitement le propos parce qu'on est dans l'univers d'un bébé, donc tout est immense à côté de nous, tout est coloré, tout est légèrement flou parfois. Et puis quand on utilise nos pouvoirs, tout devient vibrant et c'est absolument magnifique. Et puis on a quand même une bande son qui est absolument superbe parce que en fait on passe des moments de gameplay où on doit avoir les yeux fermés. Donc en fait la bande son elle va devenir hyper importante puisque on va c'est là qu'on va tourner la tête pour essayer de capter les pensées des gens et essayer de se raccrocher à eux. Et il y a un vrai travail sur la musique, sur la spatialisation du son, sur le jeu des personnages, etc. C'est vraiment très très bien foutu. Il y a un vrai sens de l'empathie dans la manière dont on passe d'une ambiance sereine à une ambiance anxieuse dans la musique, dans les bruitages. Et donc pour en revenir à l'acteur qui double Isaac, c'est Lewis Pullman. Et en fait, il rend ce bébé incroyablement expressif parce qu'en fait, le bébé, on entend ses pensées et en fait, à l'intérieur, c'est un adulte. Enfin, il pense comme un adulte. Et donc, c'est Lewis Pullman qui fait la voix et qui narre ça un peu comme si on était sur National Geographic et qu'on regardait un documentaire, mais c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Le face tracking, c'est génial quand ça marche, mais quand ça marche pas, effectivement, faut être un petit peu patient. Mais ça reste assez rare pour pas casser le plaisir. C'est peut-être aussi dû au fait que ma webcam est pas sur mon écran principal, donc je le regarde pas directement et que je me tiens à peu près n'importe comment sur mon fauteuil que je joue. Donc c'est peut-être pas la faute du jeu non plus. Mais voilà, ce que je retiens surtout, c'est que Goodnight Universe, ça réunit quelque chose qui est devenu rare dans le jeu vidéo, c'est-à-dire faire simple mais percutant. C'est pas un jeu de 60 heures, c'est pas un open world où on collecte des pots de loup pendant 20 minutes, c'est vraiment une expérience courte, mais intense et sincère qui reste en tête. Après, on collecte des pots de compote. C'est pas pareil que les pots de loup, mais comme on est un bébé... C'est vrai que tu manges des petits pots dans le jeu, c'est voilà. vrai. Mais tu peux faire voler les petits pots et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Est-ce qu'on peut vider les petits pots dans les lecteurs CD ? Tu peux. tu peux. Donc voilà, si vous aimez les jeux narratifs et si vous aimez les expériences un peu hors normes, et surtout si vous aimez avoir l'air ridicule devant votre webcam, ou si vous avez juste envie de vivre un truc touchant, sincère et créatif, jouez à Goodnight Universe. Moi, j'y ai joué sur PC. Il était à moins de 20 balles sur Steam. Donc il est aussi sur PlayStation 5, Switch apparemment, si j'ai bien vu. Mais, ouais. Donc je me demande comment ils font pour capter sur Switch. Mais, T'as une caméra sur la Switch 2. Oui, mais il faut l'acheter en plus. Vu que c'est censé marcher en fait avec des réactions, c'est pas un jeu qui est recommandé pour les react Twitch, enfin pour les let's play Twitch, c'est pas un truc que tu ferais. En vrai, si, ça peut être drôle. Après, t'es pas obligé de jouer avec les réactions. Tu peux, dans les options, tu peux le supprimer et tu joues à la souris, un clavier souris normalement. Mais c'est vrai que ça ajoute un petit truc. En fait,
il y a plein d'interactions que tu fais à la souris normalement, notamment les pouvoirs télékinésiques pour bouger les objets, tu fais à la souris. Après, en fait, c'est dommage de pas jouer avec ça parce que franchement, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de moments où en fait, on te demande de fermer les yeux et du coup, c'est une expérience assez différente parce que du coup, tu te concentres vraiment sur le son. Et en fait, après, le fait de sourire ou pleurer, ça, c'est vraiment gadget, c'est pour jouer les expressions du bébé et l'histoire s'adapte en fonction. Mais en vrai, je trouve que ça va très bien avec le fait de jouer sur l'image et le son et de pas toujours faire la même chose. Mais après, t'es pas obligé de jouer comme ça. Eh bien, très bien. Donc, Goodnight Universe, donc sur PC, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch 1 et 2, apparemment, si j'ai bien tout vu. Sarah, toi, ton récap? Oui, Qu'est-ce que j'ai ça raconte? un petit récap parce que j'ai fait pas mal de rattrapage ces derniers temps. Alors je rattrape des films de 2024 avant que 2025 ne se termine parce que j'avais une énorme liste et du coup je voulais pas trop prendre de retard dessus. Alors j'ai regardé ces 2 dernières semaines, j'ai rattrapé Conclave que j'avais pas encore vu, qui avait quand même fait sensation l'année dernière avec notre ami... comment il s'appelle le mec d'Harry Potter là, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Voilà, merci. Je cherchais Voldemort en fait, alors que c'est pas Voldemort, c'est Ralph Fiennes. J'étais un peu déçue, j'avoue, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, mais bon, c'est sympa sans plus quoi. Alors j'ai explosé des rires à plusieurs reprises, alors que je pense que ce n'était pas du tout le sujet du film. C'est quand même dommage. Ah non, ça se prend très au sérieux. Non, alors que vraiment c'est pas. très con. Oui, voilà. Donc c'est vrai que bon, là-dessus, je m'attendais un peu plus, donc c'est un peu dommage. Par contre, j'ai eu droit à une très jolie surprise en regardant le film Lady Bird de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan et notamment Timothée Chalamet et la sœur de... J'oublie tout le temps son nom, pareil, elle était dans... comment elle s'appelle, putain, la sœur de... Alors, c'est terrible l'âge, hein. Vraiment, je me rappelle pas déjà de l'acteur dont je veux citer la sœur. Je trouverai ça plus tard, c'est pas grave. En tout cas, c'est un joli petit film sur l'adolescence, sur une gamine qui... comment dire, elle est dans une école catholique, elle est dans un lycée catholique, elle veut se sortir de ça et se sortir de sa région pour aller dans une grande université. C'est pas évident, donc on suit un peu sa vie en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, la relation qu'elle a avec sa mère qui est hyper intéressante et très conflictuelle, mais en même temps très passionnante. Et joli petit film. Alors, je ne pensais pas du tout que ce film parlait de ça en regardant l'affiche. Donc, je trouve ça un peu dommage parce que déjà, le positionnement market était quand même très particulier sur l'affiche. Alors, le film s'appelle Lady Bird parce que c'est son surnom, mais du coup, le titre peut tout et rien dire. Et l'affiche, c'est juste Saoirse Ronan qu'on voit de profil. Donc, du coup, ça ne dit absolument rien si tu n'as pas vu la bande-annonce, si tu n'as pas lu le synopsis. De quoi ça raconte. Donc c'est un peu dommage, mais c'était une très belle surprise. Et enfin, je voudrais parler de Inside Number 9, dont j'ai regardé la saison 9, dernière saison, puisque la série, à mon grand désespoir, s'arrête. Alors, j'ai de la chance parce que je n'ai pas vu des épisodes de la saison 8. Alors, comme c'est une série d'anthologie, c'est pas très grave. Donc, je vais pouvoir rattraper ça quand ça arrivera. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Inside Number 9, j'en avais déjà parlé lors du podcast et j'avais fait une recommandation sur cette série très awkward, très bizarre, très creepy, un peu fantastique. C'est un peu l'ancêtre de Black Mirror, mais en beaucoup mieux. C'est des petits épisodes entre une demi-heure et 40 minutes parfois. C'est extrêmement bien écrit, avec un humour à l'anglaise vraiment fabuleux. Et là, dans cette dernière saison, il y a de tout. Il y a des scènes, il y a par exemple un épisode dédié à comment ça s'appelle, qui se passe dans un escape game, où tout du long t'as l'impression qu'en fait le gars qui fait l'escape game c'est un vrai serial killer, puis il se passe des choses, donc voilà, je raconte pas le twist. Il y a un autre épisode pareil qui se passe dans une rame de métro qui se retrouve bloquée à Londres, donc avec plein de personnages différents, etc. C'est vraiment très bien foutu. La saison 9 est dispo sur Arte pour ceux qui voudraient la regarder. Franchement, ça se regarde très vite. Moi j'ai tout bingé en une soirée, puisque je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes de 30 minutes, donc ça va vraiment vite. Et le dernier épisode en plus, c'est un épisode
un peu spécial puisque on est comment ça s'appelle ce truc là où tu filmes la réalité alors qu'en fait une mise en abîme, voilà. Donc il y a une espèce de mise en abîme avec les personnages qui jouent leur vrai rôle, où ils sont justement à une soirée de fin de tournage de saison de la série et tout, et c'est hyper intéressant parce que les deux persos, donc les deux gars qui ont co-écrit et co-réalisé et co-fait cette série, co-créé cette série, ils s'appellent Rhys Shearsmith et Steve voilà. Pemberton. Merci et ce beaucoup. Ah, sont des génies. Ce sont des génies. J'arrive jamais à prononcer leur nom, donc merci de l'avoir fait pour moi. En fait, dans le dernier épisode, ils font genre, ils se détestent, et puis ils se disent un peu toute leur vérité, et puis en fait non, et c'est fabuleux. Donc vraiment, je ne peux que recommander encore une fois Inside Number 9. Si vous l'avez pas regardé, c'est vraiment un bijou de la télévision qui est pas assez connu à mon goût, et qui, moi, c'est vraiment... sur la première saison, il y a des épisodes qui ont été des épisodes les plus marquants pour moi de l'histoire de la télé, qui sont excellents, quoi. Vraiment 10 sur 10. Donc regardez ça. Voilà. Ok, très bien, encore du beau programme de ton côté, et on va passer, je pense, du côté de Florian pour sa recommandation, et Oui. j'espère ne pas me tromper dans l'image. Je vérifie le nom du fichier parce que forcément. Tu vois, tu fais bien de dire recommandation parce que sinon moi j'ai été parti. C'est effectivement ça. Je préfère d'ailleurs cette affiche en fait à celle du DVD français qui. Oui, non, que mais j'ai le DVD visionné. français est dégueulasse. Voilà. Je connais bien le film, mais non. Voilà, et donc du coup, alors ça s'appelle donc The In-Laws, c'est réalisé par Arthur Hiller. En VF, ça s'appelle Ne tirez pas sur le dentiste, c'est sorti en 79. Et voilà, je me suis retenu au visionnage du film de demander à Fred en fait s'il avait déjà vu pour essayer de garder la surprise parce que pour moi c'était absolument simple, ça partait en reco T'avais partagé direct. une story, je pense à un moment donné. Et, Non, j'ai rien. pas un truc J'ai rien fait sur The In-Laws spécifiquement. Mais ouais, donc je vais partager un tout petit peu ce que j'avais envie de dire hors antenne sur ce film-là. C'est sorti en 79. Les Blues Brothers de John Landis sont sortis en 80. Pour moi, c'est largement un film qui possède largement les qualités. Bon, sans la musique, c'est pas une comédie musicale. Tu as pas des personnages voilà aussi iconiques que les Blues Brothers, mais en termes de rythme, en termes de progression et en termes de pure comédie et écriture au cordeau, ça se pose vraiment là. C'est du très 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 haut niveau. Donc voilà, ça c'était c'était vraiment le cri du cœur que je me suis retenu de faire. Donc Arthur Hiller en fait c'est un réalisateur qui n'a pas du tout qui est un réalisateur vraiment très connu mais qui est pas du tout spécialisé dans la comédie. C'est surtout quelqu'un qui s'est fait connaître notamment avec Love Story en 1970 en fait, qui est vraiment un film un mélodrame qui était vraiment qui avait vraiment défrayé la chronique à l'époque, mais qui était vraiment au total opposé de celui-ci. C'est avec Peter Falk et Alan Arkin. Le pitch est on ne peut plus simple. Le pitch ressemble même en fait à des comédies de plateforme. Il y en a un qui est sorti le mois dernier sur Prime avec Alan Ritchson et Kevin James. Qui a un tout petit peu, qui prend un tout petit peu les mêmes tropes en fait de type normal, voilà, père de famille rangé en fait, qui va se faire embarquer dans des situations pas possibles. La différence entre ce film-là et voilà le film de Amazon, je sais plus, enfin je vais retrouver le nom après, c'est que j'ai aucune confiance en la qualité du scénario des films qui repose sur les mêmes standards comiques et sur les mêmes clichés comiques. Celui-ci, tu as un scénario donc de Andrew Bergman qui a écrit Le shérif est en prison, Blazing Saddles pour Mel Brooks, enfin qu'il a coécrit, et tu as deux acteurs au top de leur forme qui comprennent absolument leur personnage. Il y a un Peter Falk en fait qui débarquait, qui a fait un nombre incalculable de films, mais qui débarquait d'un
d'un rôle un tout petit peu d'inspecteur Colombo, un tout petit peu trop étriqué. Et là, en fait, il joue vraiment un personnage totalement déluré qui va se retrouver confronté à son futur beau-fils, puisque voilà, il marie son fils à la fille du dentiste qui est incarné par Alan Arkin, d'où le titre VF ne tirait pas sur le dentiste. Et au fur et à mesure du premier dîner familial qu'ils vont avoir, parce que par manque de temps, en fait, les deux n'ont jamais pu se rencontrer auparavant, donc c'est vraiment le baptême du feu. Le dentiste qui est joué par Alan Arkin réalise que le personnage joué par Peter Falk, qui s'appelle Ricardo, raconte un tout petit peu des histoires fantasmagoriques. Et le lendemain, il décide d'aller totalement à l'improviste le visiter à son cabinet de dentiste pour lui faire rendre un service. Et étant donné que le dentiste joué par Alan Arkin s'est fait un tout petit peu tensé par sa belle famille parce qu'il a réagi un tout petit peu brusquement. Donc voilà, c'est lui que l'on voit à l'écran. Étant donné qu'il réagit un tout petit peu brusquement en fait, aux histoires fantasmagoriques du personnage de Peter Falk, on lui dit bon voilà, c'est ton futur, c'est ton futur beau-père, etc. Essaie de vraiment être gentil et vraiment être diplomate, etc. Et pour faire plaisir à sa famille, il dit ok. Sauf que c'est la très très mauvaise décision parce que la suite du film, que je ne peux et je ne veux absolument pas spoiler, va être va être un festival de rocambolesque qui va vraiment tester les limites du personnage de Alan Arkin. Donc c'est vraiment voilà, c'est des tandems comiques, voilà façon La Chèvre, façon voilà avec le mec pince sans rire qui est confronté au clown, sauf que là le clown qui est fait par Peter Falk est un personnage où en fait c'est ce qui est le génie du scénario, c'est que tu ne sais pas, et il y a aussi une part du suspense, c'est que tu ne sais pas à quel point ce qu'il raconte est réel ou pas, et tu ne sais pas en fait quel est le danger et les risques encourus par le personnage du dentiste. Et la première scène en fait essaie de brouiller les pistes en fait, parce que bon, la première scène je vais quand même dire de ce quoi c'est, parce que c'est littéralement ce qu'on voit au début du film. C'est un braquage donc fait par des professionnels d'un camion du trésor public, et ils prennent des plaques d'impression de billets. Et donc ça c'est la première scène du film, mais même en voyant cette scène-là, on ne peut pas être préparé à ce qui se passe ensuite. Donc il y a tout, il y a vraiment comédie d'espionnage, il y a des scènes d'action absolument d'enfer, où en fait on se rend compte que Alan Arkin, il nous fait une Belmondo, c'est-à-dire qu'il fait ses propres cascades et c'est absolument jouissif. Il y a des scènes qui sont tellement bien troussées que c'est hilarant et c'est totalement jouissif à voir. Et donc il y a un côté totalement suranné, mais pourtant totalement géré de main de maître. Et moi, en voyant ce film-là, je me suis demandé, pourquoi j'en ai pas entendu parler plus tôt, pourquoi ce film est pas une des comédies américaines les plus connues des années 80, des fins des années 70, début des années 80, donc tous les trucs avec Steve Martin, les Gremlins, les Blues Brothers et tout. Pour moi, c'est clairement du même acabit. En fait, c'est vraiment un truc aussi puissant que ça. Et vraiment, Peter Falk prouve encore une fois que c'est un maître dans la composition. C'est vraiment un type qui est, en plus d'être un excellent acteur, qui en plus s'éclatait vraiment dans son rôle. Donc voilà, c'est vraiment une grosse pépite qui est en plus parfaite pour rattraper pour les fêtes. J'avais d'ailleurs recommandé un autre film Warner de la même période il y a quelques années de ça, dans la phase B, qui s'appelait Oh God, qui pour le coup était beaucoup plus une comédie fantastique. Celle-ci va plus être dans la comédie d'aventure, comédie d'espionnage. Ça part très très loin, mais dans ce cadre-là,
Je recommande d'ailleurs en double séance avec Oh God, même si pour le coup ça n'existe pas en DVD français. Ça existe, donc ne tirez pas sur le dentiste, ça existe en VOD, en version HD. Si vous avez les fonds, si vous voyez le film et que vous décidez que le film est vraiment très très bon, ça existe aussi, il y a une édition Criterion qui est sortie à la fois aux États-Unis et en Grande-Bretagne, donc il y a une version Blu-ray, donc la collection Criterion a 1000 films dans ça, alors qu'ils mettent pas énormément de comédies, ils en mettent quelques-unes, mais ils en mettent pas énormément. Celle-ci, on voit aussi pourquoi ça vaut le coup. Donc voilà, c'est vraiment du pur bonheur. Si vous avez un rattrapage à faire, à le faire, allez louer le film et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, ne tirez pas sur le dentiste de In-Laws. Et puis bon, il y a Alan Arkin avec des cheveux, et ça c'est assez rare pour le préciser quand même. Il allait vite les perdre. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'il allait vite les perdre. Non mais ouais, c'est un film que je conseille, malheureusement difficile à trouver sur les plateformes. Non, il est indisponible en streaming, cherchez pas en streaming, comme beaucoup, voilà. comme beaucoup de films mais bon, il y a la VOD. Comiques, ouais, il y a la VOD. Il est bien dispo en VOD. Ouais, c'est vrai que c'est ce genre de films... comme il y en a eu en fait pas mal dans ces années-là, et c'est peut-être aussi ça qui fait que lui, il est pas sorti de là, parce qu'il y a eu des plus gros mastodontes derrière, de meilleures distributions. Moi, tout ce que je me souviens de ça, c'est que Marlon Brando disait que c'était son film préféré, sa comédie préférée. Voilà. Une petite anecdote comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est bien ? Je vous laisse choisir par vous-même, hein. Quand même. Non, moi je dis que c'est très bien, et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi... Ben voilà, vous n'êtes donc pas d'accord avec Marlon Brando aussi. Voilà, Marlon Brando, Florian Etcheverry, en fait, deux mastodontes, en fait, de la... Moi, je voudrais juste dire qu'on les a jamais de la vus taille ensemble. comique face à vous tous. Merci en tout cas pour cette recommandation. Et on va passer du côté, justement, là de Olivier et de ton récap. Oui, moi, mon récap il va être assez rapide parce que j'ai fait que travailler. J'ai commencé Andor après, une fois que j'ai eu fini Mobland, dont je vous parlais la semaine dernière, et effectivement les 2 derniers épisodes étaient vraiment très bien, et l'ensemble de la saison est vraiment très cool et sera probablement dans mon top 3 de l'année en termes de série. Mobland dans ton top 3 de l'année ? Ouais. C'est ce que je suis en train d'entendre là. Non, je découvre cette... Sachez que nous vivons ensemble, mais que je découvre cette information. C'est pas comme si ça fait pas des mois que je disais de regarder cette série. Mais bon. Oui, mais bon, il Très bien. y a des gens qui... Mais il y a un truc qui s'appelle, si on te le conseille, de base tu dis non. Ah non, c'est juste une question de temps. Quand c'est ta meuf qui te conseille en plus, j'ai envie de te dire... Je suis un sale gosse pour ça, c'est que si on commence à me dire il faut absolument, ah ok, ça attendra que je décide de le faire moi-même. Bah heureusement qu'on n'est pas comme ça, sinon on n'écouterait jamais tes recommandations à toi et on n'aurait pas regardé The Pitt, on n'aurait pas regardé toutes ces super séries cette année. J'ai jamais obligé personne à le faire. Non, et c'est vrai. Il y a des personnes mais moi qui j'ai pas conseillent des choses obligé qui ont jamais parce que regardé. je l'ai regardé toute seule, hein, donc mais moi je pouvais pas attendre, il y avait Tom Hardy, j'allais pas attendre 1000 ans. Et Tom Hardy. C'est vrai que c'était la raison pour la première raison. Exceptionnel dans les 2 derniers épisodes. Notamment dans le dernier épisode. Il a dit que Tom Hardy était exceptionnel. J'aime autant vous dire que je retiens cette phrase et je la lui ressortirai. Je ne sais pas quand, mais je la ressortirai. Elle va être clippée. Cette phrase. Pour une fois Je qu'il a un prends vrai des rôle. notes dans mon petit... Oh, allez, ça y est, c'est parti. Voilà, je me tais, je me casse. Baston, Mais non, mais baston. c'est vrai. C'est pour une fois, il a un vrai rôle avec des nuances. Il joue pas ce qu'il fait d'habitude. Donc, c'est cool de voir que il a la possibilité d'être un vrai très bon acteur. Donc voilà. Du coup, j'ai fini Pardon. Du coup, j'ai fini Mobland. Donc, j'ai commencé Andor, puisque je suis un peu la bourre sur les séries. Et Andor, du coup, je vais pas vous faire un résumé parce que je ne comprends absolument pas où ça se situe dans l'univers Star Wars. Je suis perdu. Il y a trop de trucs, il y a trop de machins, j'ai rien suivi. Donc
Donc j'ai commencé en me disant, voilà, je ne connais rien au contexte, mais je vais essayer de comprendre. Donc c'est l'histoire de Andor, justement, qui, en recherchant sa sœur, bute deux mecs de l'Empire, et du coup il se retrouve poursuivi, et, et donc il va se réfugier avec les rebelles, qui à l'époque sont quand même assez mal organisés et assez mal pourvus. Donc, et voilà, donc apparemment il va devenir une des têtes d'affiche de la rébellion. Mais là, j'y suis pas encore, là. Et voilà, donc, parce que moi j'ai vu que 5 épisodes pour l'instant, donc c'est tout frais. Et pour l'instant, je suis assez épaté par la qualité technique de la série, qui propose des décors et un univers qui sont vraiment très beaux et vraiment bien chiadés. Honnêtement, c'est une qualité cinématographique assez rare en télévision. Et ça fait plaisir de voir ça. Il y a même un paquet de films qui sont pas aussi beaux visuellement que cette série. Après, sur l'histoire, honnêtement, moi j'ai pas vu toutes les déclinaisons de Star Wars, les machins, les trucs, donc je suis un peu paumé et je me fais un peu chier, on va dire. Parce que, enfin, moi sur 5 épisodes, j'ai l'impression qu'il y a bien 2 épisodes et demi qu'on aurait pu enlever. Donc ça parle beaucoup, c'est très bavard. Alors on va me dire que c'est pour la psychologie des personnages, tout ça, mais peut-être qu'un jour il faudra comprendre que même dans l'action, on plante un petit peu la psychologie des personnages, et que voir quelqu'un agir, c'est également comprendre ce qu'il pense. Et d'ailleurs, en fait, la semaine dernière, je vous parlais de Pluribus, et c'est la preuve même que on peut planter une psychologie de personnage dans l'action, puisque la Pluribus commence directement, on n'a quasiment aucune mise en place. L'intrigue commence directement, et pourtant on apprend à connaître le personnage, on apprend à voir ce qu'il pense, à voir comment il réagit dans l'adversité, et finalement l'intrigue avance et on apprend à connaître le personnage au fur et à mesure. Donc comme quoi c'est possible. En tout cas, pour revenir à Andor, les premiers épisodes, alors vraiment les 2 premiers épisodes, je me suis dit putain, c'est pas Star Wars, c'est Blade Runner le machin, quoi. Donc on était vraiment sur une planète qui ressemblait avec plein de néons, plein de machins. Je me suis dit, c'est bizarre, ça a changé Star Wars quand même. Donc ça m'a un peu perturbé. À partir de l'épisode 4, il commence à s'enfuir, on commence à aller un petit peu dans l'espace, donc ça commence à retrouver le côté Star Wars. Moi, personnellement, je sais pas, il me manque un truc, j'arrive pas à savoir quoi, j'arrive pas à toucher du doigt ce qui fait que j'arrive pas à me plonger dans cet univers qui, ouais, c'est de l'espace, mais j'arrive pas à relier ça à Star Wars, quoi. Donc, je sais pas, c'est peut-être le second degré aussi, il y avait beaucoup de second degré dans la première trilogie Star Wars, qu'il y a plus du tout dans ce qui a été fait après, et je pense que ça me manque un peu. Donc tu voudrais dire que le fait que Star Wars se prenne trop au sérieux? Je crois que c'est ça que je veux dire. Exactement. Et en fait, ça me saoule, parce que du coup j'ai l'impression de voir n'importe quel truc de SF qu'on voit ailleurs, et finalement la patte Star Wars, pour moi, elle y est pas. Alors après, je vais voir comment ça évolue. Vu les retours dithyrambiques de la série, j'imagine que l'histoire va se secouer un peu, et puis que ça va devenir palpitant et pas Palpatine. Oui, bon, après, dès qu'il y a un truc Star Wars, à chaque fois, les retours sont dithyrambiques, et puis tu regardes, tu te fais chier, bon... Ouais. De toute façon, je verrai. Après, honnêtement, la série est vraiment très jolie. Donc déjà rien que de regarder c'est après, est-ce que je vais tenir sur la longueur? Je pense que oui, parce que je pense qu'à un moment donné ça va partir, mais voilà, je suis pas pour l'instant, je suis pas retourné, j'ai pas le cerveau retourné par la série. De ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans ce qui a été fait dans les Star Wars dernièrement, donc j'ose même pas imaginer le pire de ce qui a été fait, parce que... c'est Boba Fett, non? C'est pas ça le pire?
j'ai pas regardé. C'est pas ça qui avait été dit comme c'était quoi? C'était le pire. Enfin, de toute façon, pour moi, le dernier bon Star Wars, c'était Rogue One, mais bon, après ça. Mais là, je crois que c'est lié avec Rogue One. Je l'ai pas vu Rogue One, donc je suis un peu. Enfin, moi vraiment. C'est un Star Wars c'est un Star Wars qui n'est pas un Star Wars, donc c'est ça qui est bien. Ouais. Non, mais moi j'aime la première trilogie, j'aime les personnages de la première trilogie, et puis en fait. La prélogie, ouais. Et puis en fait. Je te suggère de voir Rogue One, puisque effectivement Andor apparaît dans Rogue One, c'est même un des personnages plus que principaux. Oui. Alors, je vais d'abord regarder la série, je verrai si j'aime le personnage suffisamment pour aller regarder Rogue One. Parce que, en fait, vraiment, le côté trop sérieux du truc, ça m'emmerde un peu, quoi. Donc, mine de rien, il y avait quand même vachement de second degré dans la première trilogie, et ça participait quand même à l'identité du truc. Et je sais pas pourquoi tout le monde a zappé ça derrière, donc. Mais bon, le petit sourire d'Harrison Ford, il manque quand même. Oui, en effet. Alors, par contre, on parle pas de sourire. Maintenant, dans ta reco, Sarah, mais d'un œil. J'essaie de faire des transitions. Ouais, j'allais dire... Non, magnifique. Oui, on parle d'un œil et c'est pas un livre... Alors non, par contre, c'est un livre qui va vous faire sourire et même rire pour certains, parce que moi, j'ai vraiment eu des moments où j'ai éclaté de rire. Je vais vous recommander, pour une fois, un livre, puisque c'est rare, je dois lire 3 livres par an, un petit peu plus maintenant, j'essaie de m'y remettre un peu, et je voulais vous parler de L'œil de la lune, qui est le second tome de la saga du Bourbon Kid, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui n'auraient pas lu le premier tome, qui s'appelle Le livre sans nom, je vais vous redonner un petit peu de contexte. C'est sorti en 2006, et Le livre sans nom, c'est un roman qui s'est entouré d'un énorme mythe, parce qu'il a été publié sans auteur, sans identité, donc ça a été publié de façon anonyme, et c'était hyper intriguant à la fois par le côté livre anonyme, que par le contenu ultra violent et très irrévérencieux du roman. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs à l'époque, c'est devenu très très vite au milieu des années 2000 vraiment un roman un peu culte, et porté par un personnage très légendaire au sein même de ce livre, en tout cas du premier et des suivants, qui est le Bourbon Kid. À l'époque, il y avait même des rumeurs comme quoi c'était un scénariste d'Hollywood qui avait écrit, voire plusieurs scénaristes. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi c'était Tarantino qui avait écrit ça, donc c'était assez drôle de continuer à suivre. Et donc là, dans la continuité directe du tome 1, je vais vous parler moi de L'œil de la lune, qui est le tome 2, et qui prolonge un petit peu l'univers, et qui nous enfonce un petit peu plus dans le chaos de cette super ville qui s'appelle Santa Mondega. C'est une ville qui, en gros, on sait pas trop où ça se trouve, si c'est en Amérique du Sud ou aux États-Unis. En tout cas, c'est une ville à la frontière. Si c'est aux US, c'est à la frontière vraiment du Mexique. Moi, je l'imagine bien, genre au Nouveau-Mexique, vers Albuquerque, etc. Mais voilà, c'est mon imagination. Toi aussi, tu vois du jaune. Voilà, je vois du jaune et je vois du Vince Gilligan. Voilà. Là, en plus, en ce moment, avec Pluribus, tu vois, je suis vraiment pile dedans. Et donc, dans L'œil de la lune, l'histoire se déroule encore une fois à une fête d'Halloween. Enfin, puisqu'en gros, c'est une période extrêmement chargée Halloween dans cette ville, puisque le surnaturel fait partie du décor et du quotidien des habitants de cette ville. Alors c'est un peu une grosse ville de bandits, on pourrait imaginer un espèce de western moderne, etc. Mais en plus de ça, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des monstres, et des personnages qui sont aussi divers que variés et aussi très drôles. Et donc, dans ce tome, les choses vont prendre une nouvelle tournure, puisque le Bourbon Kid, qui est un espèce de serial killer complètement barjot, mais auquel on s'attache un peu, qui tue tout ce qui bouge et qui fait peur à absolument tout le monde, personnage surnaturel autant que les humains, cette fois-ci va devenir la proie d'une brigade un petit peu spéciale qui va devoir s'occuper de se débarrasser de débarrasser la ville de lui.
Il y a aussi plein d'autres événements. Il y a une disparition très mystérieuse. D'ailleurs, je crois que de mémoire, le début du livre commence là-dessus, sur une disparition mystérieuse d'une momie dans le musée. Donc déjà, on commence avec des histoires un peu cheloues. Il y a un kidnapping aussi d'un patient dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, plein de petits éléments qui s'embriquent un petit peu dans un récit qui est déjà sous haute tension et qui annonce du coup une nuit d'Halloween assez cinglée. Autour du Bourbon Kid, il y a toute une galaxie de personnages hyper drôles. On retrouve des personnages du tome 1, mais on découvre aussi de nouveaux personnages qui vont aller de flics à des mecs du FBI, à des clans de loups-garous complètement barjots, dont un duo de loups-garous, il y en a un, c'est un espèce de rappeur qui fait de vieux rap tout pourri. Il y a des vampires aussi, on en apprend beaucoup sur les origines du Bourbon Kid dans ce nouveau tome. Et donc forcément, tous ces petits personnages, ils ont leurs propres règles, ils ont leurs propres rivalités. Ils sont vraiment pas là pour faire de la figuration. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ils participent tous pleinement à l'intrigue, notamment autour de l'œil de la lune qui va être une espèce de pierre mystérieuse avec plein de pouvoirs un peu chelous. Il y a aussi le Graal qu'on retrouve dans cette histoire et évidemment l'œil de la lune va cristalliser toutes les convoitises et menacer l'équilibre qui est déjà bien fragile de la ville. Alors, moi, j'ai adoré ce tome 2. Il y en a, je crois, 7 ou 8 des tomes. Donc là, je me suis commandé il y a quelques mois l'intégrale pour pouvoir me les faire. T'aurais dû me dire, je te les aurais envoyés. Ah, c'est vrai. Je me suis dit, je vais les garder parce que je pense que c'est vraiment une saga. Ouais. C'est une saga qui se lit. Là, j'ai bien avancé rapidement dans celui-là au final. J'ai fait une pause entre les deux parce qu'il y a vraiment des scènes, notamment dans les transports, où j'ai dû faire pause, ce qui m'arrive assez rarement. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était dans American Psycho, avec des scènes quand même assez gore. De description, parce que forcément il y a des tueries, des meurtres. C'est un vrai polar noir en fait. Pour le coup, c'est un mélange assumé de polar, fantastique, horreur, western urbain. Je lisais un petit peu tout à l'heure. C'est une écriture qui est très visuelle. On a vraiment envie de s'imaginer. Alors moi, je rêve d'une adaptation télévisuelle de cette série de romans parce que je trouve tous les personnages très hauts en couleur, hyper drôles. Alors c'est très gore forcément aussi, mais hyper efficace. Et donc voilà, on a envie de continuer. Alors c'est pas une lecture douce, faut se préparer psychologiquement si on a envie de se lancer là-dedans. Voilà, c'est hyper sombre, c'est provocateur. Les persos sont assez extrêmes et puis forcément, le Bourbon Kid c'est un anti-héros qui est assez fascinant pour son histoire qu'on découvre déjà et puis tout ce qu'il fait au long du livre. Mais voilà, moi je trouve que c'est un univers qui est quand même très fort et vraiment mémorable, et le fait que ce soit en plus écrit anonymement, ça rajoute un petit truc, un petit truc en plus. Donc si vous aimez les histoires un peu glauques, un peu noires, violentes, mais drôles et très pop au final, il y a beaucoup de références dans le film, dans le livre, pardon, vous voyez, c'est tellement... c'est vraiment un objet de pop culture, je trouve, par excellence. On a envie d'en faire un film. Et du coup, voilà, on imagine plein de choses. Il y a plein de rêves de partout, hyper intéressantes et bien amenées. En plus, c'est pas juste foutre de la rêve pour de la rêve. Et là, rien n'est innocent. Chaque personnage est vraiment un sombre connard. Il y a personne qui est innocent dans ce bouquin. Et ça aussi, ça fait du bien juste d'avoir des méchants par palanquet, quoi. Donc je vous recommande cette lecture. Je vous recommande le livre sans nom si vous n'avez pas lu le livre sans nom. Déjà, c'est un bon first step pour découvrir l'univers de Santa Mondega et d'enchaîner avec l'œil de la lune. Moi, pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait une suite. C'est-à-dire que je l'ai découvert au détour d'une... je sais plus comment j'ai fait ça. Le livre sans nom, je l'ai lu il y a une dizaine d'années. Donc, du coup, là, j'ai replongé directement dans l'œil de la lune. C'est vrai que j'aurais pu relire le premier. Mais j'étais absolument pas au courant qu'il y avait une suite et qu'il y avait tous ces bouquins après à découvrir. Donc, je me fais un plaisir, là, de replonger dans cet univers. Voilà. Eh bien, dis donc, ça a l'air bien barré, effectivement. Ah, c'est complètement barré, ouais. On pourrait même dire que c'est un peu punk. Ah oui, c'est punk. Il y a des punks, il y a des vampires punk, d'ailleurs, dans le livre. Il y a des vampires dreadlocks, rasta blanc. C'est génial, franchement, c'est fabuleux.
Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez la flemme de vous faire toute la saga, ils sont tous plus ou moins indépendants en fait. À chaque fois, il y a quand même une remise en place. On te représente les personnages à chaque fois, donc c'est pas gênant de commencer dans le désordre. Ouais. D'ailleurs, moi, je les ai quasiment tous lus. Il m'en reste un que j'aime et que j'ai eu la flemme de. Parce que moi, je les ai tous enchaînés. Par contre, j'ai pas fait de pause. C'était peut-être un petit peu trop. Et celui-là, c'est mon préféré de la saga, notamment pour la backstory du Bourbon Kid que je trouve absolument fabuleuse. Mais alors, malheureusement, j'ai oublié les titres parce que de les avoir tous enchaînés, je les mélange un petit peu. Mais le tome où il va dans un espèce de concours de sosie, celui-là, je trouve que c'est le plus fun. Mais vraiment, là, c'est du repos-cerveau. Hein. Il y a vraiment... je me réjouis. Mais il est très, très bien aussi. Après, effectivement, je pense qu'il faut mieux faire des pauses entre chaque tome. C'est un petit peu beaucoup, quoi. Mais tu vois, je pense que ça ferait une super série, quoi. Honnêtement. Je pense qu'on serait très déçus d'une série. Ah oui, mais en même temps, tu vois, quand je vois les qualités comme Pluribus et tout, je me dis, il y a encore une capacité de faire des choses bien. Il reste de l'espoir. Il reste de l'espoir quand même dans certains trucs. Donc, why not? Donc je disais punk, parce que comme ça faisait une transition pour Florian. Avec ça, je l'ai vu venir de très loin. Eh bien, je vais parler de punk. Attends, c'est la fin de l'année, donc mes transitions, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Voilà. Je vais parler d'ailleurs Enfin, tu pouvais aussi faire un 1, 2, 3, 4, puisque c'est également le nom de la BD dont je vais parler. 1, 2, 3, 4 Ramones. Donc, la BD retraçant de manière assez fidèle, mais sous le point de vue d'un de ses membres, Didi Ramone, l'histoire et un peu la fin tragique et la fin vraiment controversée en fait de ce groupe de punk culte. C'est une BD française, oui monsieur, oui madame, qui est écrite par Xavier Betaucourt et Bruno Cadenne, oui, et dessinée par Éric Cartier. C'est paru en 2017 chez Futuropolis. Alors, je dois admettre que en termes d'histoire du rock et en termes vraiment d'histoire vraiment de gros de gros phares et vraiment de figures très très importantes à la fois de la scène punk rock et de la musique rock en général, c'est vrai que j'ai tendance à faire mes devoirs un tout petit peu à rebours. Et j'ai littéralement vu la couverture de très très loin dans le bac de la médiathèque alors que j'étais en train de rendre des livres qui me faisaient de l'œil. J'ai été directement dans le bac prendre cette chose-là parce que ça me donnerait l'opportunité d'en apprendre un tout petit peu plus sur les Ramones en fait, dont je connais vraiment 3 ou 4 titres, mais qui sont vraiment... je sais en fait la singularité et en fait j'avais un tout petit peu honte de rien avoir appris de leur histoire. Et ça, c'est loin d'être un biopic Wikipédia, donc je pense que dans les prochains mois, prochaines années, il y a des documentaires que je vais visionner un tout petit peu qui reviendront sur l'histoire musicale du groupe. Mais là, c'est vraiment donc l'histoire des Ramones via le point de vue de Didi Ramone, qui est un des membres fondateurs du groupe, mais qui est surtout vraiment quelqu'un qui est tombé vraiment dans l'addiction à la drogue dès son plus jeune âge, qui a eu une enfance et une adolescence très très difficiles avant même de bouger à New York. Donc c'est vraiment sur son point de vue à la fois donc de son enfance, l'adolescence et après les premiers gigs et les premiers concerts qui sont donnés aux CBGBs des Ramones que l'on suit cette histoire-là. Donc c'est vraiment une histoire qui fait vraiment la part belle vraiment au côté drogue, rock'n'roll, vraiment très très but de décoffrage. C'est pas forcément un point de vue très très sympathique, mais en tout cas c'est un point de vue qui est très très documenté, très valable, qui est surtout sublimement mis en image en fait avec un noir et blanc très très avec un crayonné qui est très charbonneux, avec beaucoup de paysages qui retracent et beaucoup de paysages urbains qui retracent le New York des années 70, des années 80.
C'est aussi l'occasion d'apprendre que voilà, vraiment faire la biographie des Ramones, c'est vraiment un chemin semé d'embûches, tellement en fait le quatuor ne pouvait pas se saquer et vraiment avait été composé de caractères très 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 différents les uns les autres. Ils ont failli splitter à d'innombrables reprises, hein. Ils n'avaient pas forcément enfin, ils ont commencé à être meilleurs musicalement, mais en fait, ils étaient déjà vraiment très très psychologiquement très très peu recommandables à l'époque, la carrière n'a fait que augmenter cet état de fait, et ça fait des allers-retours entre vraiment la création du groupe et leur split quelque part lors d'une tournée en Amérique du Sud dans les années 2000 et les années 2002. On apprend aussi que voilà, que ce que je ne savais pas personnellement, que vraiment les 4 membres sont morts à quelques années d'intervalle, donc dans les années 2000, 2010, etc. Ils se sont plus ou moins rabibochés pour la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame, où vraiment des fois il y a des légendes du rock qui viennent qui sont invités un tout petit peu à recevoir un tout petit peu leur louange de leur vivant. Et même la BD nous apprend au détour d'une case que voilà, ça a été fait un tout petit peu machinalement, mais en fait, voilà, enfin le Didi Ramone, qui est vraiment le sujet central de cette BD, n'en faisait pas grand cas, et voilà, le groupe était déjà fini. Mais néanmoins, c'est vraiment un bon point d'entrée, et c'est une vraie réussite artistique en fait, parce que ça permet de vraiment avoir un point de vue psychologique sur les 4 personnalités disparates du groupe, sans vraiment parler de la musique, sans que ça nous manque vraiment. Donc c'est à la fois pour des néophytes et pour les fans, c'est quelque chose qui est de nature à satisfaire les deux. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 Ramon, donc c'est chez Futuropolis. Je pense que c'est encore édité. Si c'est épuisé, c'est disponible en médiathèque, et voilà, c'est recommandable. Est-ce que tu veux que je parle de mon autre reco rapidement ? Notre récap, oui. Ouais. Là, c'est un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus comique, puisque je vais parler de mes comédiens américains préférés, qui s'appelle Roy Wood Jr. C'est quelqu'un qui va peut-être être pas forcément super bien connu des auditeurs qui ne regardent pas ou qui ne regardaient pas le Daily Show. Donc le Daily Show, après le départ de Jon Stewart il y a une petite dizaine d'années, ça a été repris par Trevor Noah, et donc Trevor Noah a recomposé une équipe de correspondants donc pour le Daily Show autour de lui, et parmi ces correspondants-là, j'ai jamais forcément, j'avoue, accroché à beaucoup des correspondants qui sont restés sur des années et des années, donc les Ronny Chieng, les Daisy Laidich, même si je reconnais leur talent. Par contre, il y a vraiment quelqu'un qui m'a vraiment tapé dans l'œil par son talent, qui s'appelle donc Roy Wood Jr., qui a en parallèle fait pas mal de spectacles de stand-up. Et celui que je vous recommande, c'est un des premiers qui est disponible légalement en France, parce qu'il a fait 3 ou 4 spectacles de stand-up en parallèle de ses apparitions au Daily Show, en parallèle de ses multiples apparitions au sein de podcasts. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup, c'est vraiment un comédien très très actif. Ça s'appelle j'ai beaucoup de mal, donc Hulu. C'est disponible sur Hulu, voilà, ça s'appelle Lonely Flowers, j'allais dire Honesty Flowers, c'était pas ça, c'est Lonely Flowers, mais c'est honnête, on va y arriver. C'est un stand-up qui a été enregistré à Washington et qui parle vraiment, qui est un stand-up thématique sur un tout petit peu la perte de connexion, la perte un tout petit peu, l'isolation post-Covid ressentie par tout un chacun, et c'est fait avec plusieurs vignettes, avec le besoin, on va dire, renouvelé à la fois de communication, mais de nouer des liens avec des gens et avec tout un chacun, même si c'est pas forcément très très simple. Et il part vraiment de ce qui est, on va dire, le plus loin et le plus banal. Par exemple, au fait que voilà, le fait qu'il y a les caissiers dans tous les magasins américains sont remplacés par des caisses automatiques,
alors que en fait les caissiers qui faisaient la conversation, ça aidait les personnes, on va dire, seules à se sentir un tout petit peu moins seules. Et il part vraiment de ce petit segment qui vraiment... et c'est ce petit skit qui vraiment paie pas de mine, même dans la manière dont je décris, bon, ça, on va dire, et va tisser quelque chose qui est de plus en plus, on va dire, qui est de plus en plus à la fois honnête et à la fois drôle dans sa mise en perspective de enfin déjà de là où il en est dans sa vie. C'est quelqu'un qui a, voilà, comme il explique à un moment du stand-up, qui a 20-25 ans de scène. Donc même avant qu'il soit considéré pour le Daily Show, il a fait plusieurs années en tant qu'animateur radio dans une station locale. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup bossé, roulé sa bosse en tant que comédien. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, a eu beaucoup de relationnel et a mis un point d'honneur à continuer le relationnel avec sa mère. Et sa mère, en fait, est une éducatrice en Caroline du Nord. Et elle a 75 ans et elle est encore active, elle a encore une carrière et elle fait ça depuis un demi-siècle. Et étant donné que le thème de ce stand-up, c'est aussi la connexion à la communication, ça passe aussi par la nécessité de bien communiquer avec vraiment et de voir un tout petit peu comment les gens de sa famille et comment vraiment des personnes voilà, qui ont genre plus de 70 ans communiquent ou essaient de renouer des connexions et de se faire des nouveaux amis ou des nouvelles amitiés qui ne seront pas forcément les amitiés voilà, qui seront les personnes qu'elles auront connues plus jeunes, etc. Et il le dit, et la manière en fait, dont il le dit et les exemples qu'il donne, c'est à la fois très très drôle et très très pertinent. Moi, je suis déjà quelqu'un de... Enfin, voilà, il prêche un convaincu, puisque moi, je trouve que Roy Wood Jr. est vraiment quelqu'un qui est totalement brillant. Donc, si vous n'êtes pas abonné à Disney+, et que vous n'avez pas forcément envie de voir donc le dernier stand-up qui s'appelle donc Lonely Flowers, il y en a un qui est dispo sur YouTube gratuitement, qui s'appelle Imperfect Messenger, qui pour le coup est beaucoup plus drôle et beaucoup plus ramassé et donne un tout petit peu la mesure de son talent. Celui qui est fait pour Hulu, en fait, c'est quelque chose de différent dans le sens où c'est un tout petit peu plus, on va dire, consensuel et universel. Là, il parle beaucoup plus de choses voilà, relatives à la communauté afro-américaine, à son militantisme, donc dans Imperfect Messenger. Donc je vous suggérerais d'aller voir ses précédents stand-up. Sur Spotify, il a aussi des albums en fait que vous pouvez aller voir, donc qui captent ses précédents stand-up qui sont beaucoup plus réussis. Donc voilà, si vous le connaissiez pas du Daily Show, étant donné que malheureusement on lui a jamais proposé le rôle d'animateur officiel de remplaçant de Trevor Noah, ce qui a conduit à sa sortie, puisque juste avant le retour de Jon Stewart, ils ont passé à peu près un an en fait à faire tourner les correspondants et à faire tourner des guest hosts, etc. C'était un tout petit peu n'importe quoi. Roy Wood a vraiment le talent, la pertinence, l'intelligence et la répartie totalement nécessaire pour faire ce job-là. Donc je crois qu'il bosse aussi sur un projet de série, je sais plus pour quelle chaîne c'est, mais l'année prochaine il va être sur un ou deux autres projets de série où il va être en vedette, parce que voilà, il est aussi scénariste, etc. Donc c'est vraiment à mon sens un des comédiens, même s'il est très actif, même s'il est très en demande, un des comédiens américains les plus sous-estimés actuellement selon moi. Donc voilà, Lonely Flowers, c'est quelque chose qui donne la mesure de son talent. Voilà, c'est un très grand monsieur et c'est un talent à suivre. Ok, donc Roy Wood Jr. Donc sur, en tout cas en légal chez Disney+. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et éventuellement sur YouTube, ça s'appelle, vous cherchez Roy Wood Jr. Imperfect Messenger. Logiquement, il y a des sous-titres automatiques. Ça fait 42-43 minutes. Ça, c'est disponible sur YouTube gratos.
Ok, très bien, c'est noté. Alors, avant de terminer tout doucement, on arrive sur de la musique. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le groupe, n'est-ce pas, Olivier? Et tu es en mute, donc n'oublie pas de remettre ton micro. C'est pas Bernard Lavillier? Non, Non. non. C'est pas Bernard Lavillier, mais Et ça non. reste quand même un groupe français qui s'appelle Last Train. Et c'est un groupe que j'ai découvert l'été dernier, un peu avant Rock en scène, quand j'ai écouté les différents groupes qui étaient au festival. Donc j'écoute toujours un petit peu avant pour voir s'il y a des choses que je connais pas qui sont intéressantes à aller voir. Et là, j'avais coché vraiment leur nom et j'ai pas été déçu par leur prestation parce que ça a été vraiment une prestation qui était extraordinaire. Et je peux vous dire que dans tous les gens qui ont assisté, j'ai pas été le seul à être touché par ce qu'ils ont montré sur scène cet après-midi-là. Et j'en ai reparlé avec beaucoup de gens sur Blue Sky derrière et on a tous été très chamboulés par ce qu'on a vu à Rock en scène. Et donc je me suis un peu plus plongé dans leurs albums. Et là, j'ai découvert un groupe vraiment capable de faire un rock alternatif très brut, mais à fleur de peau. C'est un truc assez bizarre, c'est bourrin mais sensible. Donc c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Et je dois dire qu'ils ont, pendant Rock en scène, ils ont réussi à me tirer une petite larmichette. Le chanteur, il a l'air d'avoir 12 ans. Mais en fait, il commence à avoir une bonne maturité du haut de ses 32 ans. En fait, ils font tous vraiment très jeunes et en fait, ils sont pas si jeunes que ça. Et ils ont une super gestion de la scène. Ils ont toujours priorisé la scène. En fait, ils se sont fait connaître sur scène globalement. Et, euh, et franchement, je trouve que, enfin, moi justement, en les voyant, je me suis dit, waouh, la vache, ils sont super jeunes et tout. Et du coup, j'étais surpris de les voir aussi forts sur scène. Et puis après, je me suis un peu renseigné sur leur histoire et tout. Et j'ai compris que ça faisait un petit bout de temps qu'ils étaient sur les planches. Donc voilà. Donc c'est un groupe français, donc comme je disais, qui vient d'Alsace. Qui a sorti un premier album en 2017 qui s'appelle Weathering. Ils ont décidé de chanter tout le temps en anglais. C'est un premier album qui plante tout de suite le décor avec un son très brut, très lourd, aux inspirations plutôt grunge, au moins dans les thématiques. Et qui montre déjà une certaine sensibilité, mais qui est quand même assez nerveux. Leur deuxième album, The Big Picture, est déjà beaucoup plus nuancé, beaucoup plus évolué, et et surtout, il montre une capacité à construire des morceaux beaucoup plus complexes, qui montent en puissance avec une vraie évolution tout au long du morceau, ce qui fait que souvent le début du morceau ressemble pas forcément à la fin. Il y a une sensibilité qui est encore plus exacerbée avec des paroles plus introspectives et notamment l'album se termine avec le titre éponyme The Big Picture qui est probablement leur titre le plus abouti, en tout cas à mon avis, et le plus beau. C'est un titre qui commence un peu comme un blues rock calme et qui finit dans une espèce d'apothéose d'émotion avec beaucoup de guitare, beaucoup de violon. Au milieu de ça, en fait, il y a des gros solos bien rock, bien durs, qui font plaisir au cage à miel, comme le disait le journaliste Francis Zégut, que j'aime beaucoup. Petite dédicace. Et voilà, donc je trouve que c'est un album qui est vraiment très très beau du début jusqu'à la fin, qui marque un vrai virage sensible dans leur carrière. Le troisième album, il est assez intéressant, mais il est vraiment plus déconnecté de ce qu'ils ont fait d'habitude, puisque c'est un album assez expérimental, beaucoup plus symphonique. Ils ont travaillé avec l'Orchestre symphonique de Mulhouse pour l'enregistrer. Et en fait, il s'agit d'une bande originale d'un film, mais c'est une bande originale d'un film imaginaire.
Donc ils ont fait la bande originale d'un film qui n'existe pas. Et, déjà, je trouve le principe assez marrant. Et ça montre surtout que le groupe a une vraie liberté dans ce qu'ils créent. Et ils ont la liberté de faire ça parce qu'ils ont décidé aussi de rester totalement indépendants en créant leur propre label. Donc ils sont jamais rentrés dans le système et donc ils peuvent faire comme ça des albums concept dans lesquels ils peuvent tester des choses. Leur dernier album en date qui est sorti je crois l'année dernière s'appelle 3 alors que c'est le 4e album, donc ce qui laisse quand même à penser que le précédent était quand même bel et bien une expérimentation. Et ce 4e album, il marque un retour à un son beaucoup plus brut. Et je trouve que cet album est vraiment une forme de manifeste puisqu'il regroupe le son brut du premier album, la sensibilité du deuxième album. Il rassemble un peu tous les thèmes chers au groupe avec des réflexions sur le temps qui passe, sur l'urgence de vivre, sur la perte, sur la solitude, sur la lutte, sur la colère. C'est un groupe qui a beaucoup de colère et qui s'en sert qui sert de la musique de manière très cathartique pour l'expulser. Et voilà, donc ce 4e album, il s'ouvre sur un titre ultra intense qui s'appelle Home et qui met direct dans l'ambiance d'un album très ample et avec beaucoup d'ambition. C'est un titre qui commence de manière très 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 calme et qui finit de manière très 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 bourrine. Donc vraiment c'est un titre qui montre tous les contrastes du groupe. Et l'album se termine par un petit bijou de 7 minutes qui s'appelle I Hate You et qui est vraiment qui fait partie des grands titres du groupe avec The Big Picture et qui signe donc c'est un morceau qui est vraiment presque une expérience cathartique d'expulsion de sa colère, de sa haine, de sa voilà, c'est quelque chose de très viscéral. Encore une fois, vraiment le mot c'est cathartique quoi. Ça fait du bien de se défouler et avec comme ça un accompagnement de cette voix dure par des guitares un peu distordues et ça forme un tout assez intense. Donc voilà, donc c'est les 4 albums qui sont sortis jusqu'à maintenant. Donc je vous encourage à acheter une oreille sur leurs albums si vous connaissez pas. Je vous invite surtout à les découvrir sur scène parce que franchement, vous allez voir que c'est une expérience assez étonnante parce que c'est des garçons en fait qui ont pas du tout peur d'étaler leur sensibilité et leur amitié pour que en fait nous on puisse mieux les comprendre et qu'on puisse communier avec eux. Et je trouve que c'est quand même très rare dans le groupe, dans le rock et surtout dans le rock alternatif un peu brut comme ça où la virilité c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par les musiciens qui se barricadent un peu derrière des façades. Là, c'est totalement assumé, on sent une vraie complicité entre les membres du groupe et ils ont envie de nous faire partager cette intimité. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve très émouvant. C'est pas commun. Et voilà, je les ai vus 2 fois en festival, j'ai adoré les 2 expériences. Et voilà, et donc ils vont partir en tournée là, donc je vous recommande vraiment d'aller les voir. J'ai sélectionné quelques dates si ça vous intéresse. Il y a le 4 février à Cannes. Il y a le 12 février à la Cartonnerie à Reims, qui est une super salle très intime. À mon avis, le concert va être vraiment cool. Ils sont le 13 février à Lille, le 27 février à La Rochelle, le 24 et 25 avril à Strasbourg. Ils vont faire la première partie de Linkin Park à Lyon, au Groupama Stadium. Et surtout, ils vont finir leur tournée avec un gros zénith le 3 octobre à Paris, où je pense que vraiment ça devrait être le feu, parce que à part quand ils vont faire la première partie de Linkin Park, normalement ils sont plutôt habitués aux petites salles, et là c'est vraiment la plus grosse salle qu'ils vont faire en tant que tête d'affiche. Donc voilà, il y a plein d'autres dates, ils passent à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, enfin voilà, allez vous renseigner.
Et si vous découvrez ce groupe-là que vous aimez, je vous conseille en passant d'aller jeter une oreille aussi au groupe américain qui s'appelle La Dispute. Donc ils ont un nom français mais c'est un groupe américain. Et que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, qui eux par contre ont pas mal Et dont tu vas parler dans un des derniers épisodes. Oui, bah oui, exactement. Je savais plus si j'en avais parlé ou pas. Et bah en fait on retrouve ce côté viscéral et cette urgence émotionnelle. Donc voilà. Donc on est vraiment dans des groupes que j'aime beaucoup en ce moment et qui sont vraiment qui ont un vrai lien dans le côté viscéral de ce qu'ils ont à dire et la manière dont ils l'expriment. Donc voilà, Last Train sur le groupe. Le rock français n'est pas inutile, contrairement à ce que me disait un de mes amis. Et Last Train le prouve à chaque sortie en concert et à chaque album. Ok, très bien, c'est noté. Elodie, de ton côté, tu me surprends toi aujourd'hui. Tu as fait un jeu qui est sorti en novembre 2025, tu vas parler d'une série qui n'est pas sortie il y a 50 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait un petit moment que c'est sorti. Là, je rattrape des séries qui sont sorties en avril 2024. Bah oui, mais voilà. Ça va? Ça, Non, mais voilà, j'ai toujours 1 an et demi de retard sur les séries. Oui, puisque je viens de finir la saison 1 de Fallout et j'ai adoré. À la base, j'y allais avec une petite appréhension parce que les adaptations de jeux vidéo, on sait ce que c'est. Soit c'est très bien, soit c'est une trahison qui donne envie de ressortir sa manette juste pour se consoler. Et là, surprise, Fallout, ça marche vraiment bien. Déjà parce que l'univers est dingue, on retrouve parfaitement le côté post-apo complètement barré, ultra violent mais avec un humour noir très pince sans rire. Le rétrofuturisme est partout évidemment, ça déborde de détails et visuellement c'est hyper généreux. J'avais vraiment l'impression de me balader dans un Fallout sans avoir à gérer mon inventaire toutes les 2 minutes et ça c'était super. Pour le coup moi j'ai joué que à Fallout 4, j'ai pas joué aux autres. Et de toute façon, ce que j'ai aimé, c'est aussi que la série ne nous prend pas par la main. Si on connaît les jeux, on va capter plein de références, de clins d'œil, etc. Mais en même temps, si on débarque totalement, ça fonctionne quand même. On nous présente assez bien les personnages et l'univers. On est un peu balancé dans un monde un peu chelou, mais il suffit d'observer, on s'adapte et voilà, on vit une belle aventure et on n'est pas privé d'une belle histoire juste parce qu'on n'a pas joué au jeu. J'ai vraiment aimé les personnages. C'est vraiment un gros point fort de la série. Ils sont très souvent absurdes, parfois touchants et très souvent très moralement douteux, mais ça colle très bien à l'univers. Et puis, en fait, la série a vraiment cette manière d'alterner les scènes ultra violentes avec des moments presque burlesques et ça pourrait être raté, mais là, en fait, l'équilibre est étonnamment bien trouvé. Alors effectivement, tout n'est pas parfait. Il y a peut-être quelques longueurs et puis 2-3 facilités scénaristiques. Et on sent parfois que la série pose des pions pour la suite et que c'est un peu du mal à avancer. Mais en vrai, honnêtement, ça m'a jamais sorti du truc. Et au final, en fait, Fallout, c'est exactement ce que j'attendais sans trop y croire. En fait, c'est une adaptation très respectueuse du jeu. C'est très fun, c'est très généreux et franchement, c'est un super divertissement. Donc voilà, c'est vraiment une série post-apo qui se prend pas du tout au sérieux, mais en étant vraiment solide dans son univers. Et donc voilà, si vous voulez rattraper, il vous reste quelques jours. La saison 2 sort cette semaine, mercredi, je crois. Donc foncez-y, moi j'ai vraiment adoré. Ouais, c'est ça, et puis il y a un chien. Il y a un chien. Et justement, en parlant de saison 2, tout à l'heure, j'ai oublié de rebondir sur le fait que tu parles de The Pitt, Sarah, mais n'oubliez pas, le 8 janvier, saison 2, qui débarque sur HBO Max. Voilà. Et surtout, on a un patron qui roule en moto sans casque. Il est suicidaire. C'est clair et net. Non, il vit juste dans une autre époque, c'est différent. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref. Moi, de mon côté, pour terminer, j'ai regardé, donc c'est sorti vendredi sur Netflix, j'ai regardé Wake Up Dead Man. Donc ça, c'est le 3e film dans la série des Knives Out, donc à couteau tiré de Rian Johnson. Donc c'est le premier, le seul d'ailleurs, à être sorti avant au cinéma, si je me trompe pas. Il est sorti il y a déjà un bon mois et demi avant la sortie du film sur Netflix. Donc c'était une première.
Je l'ai pas vu au cinéma. De toute façon, moi, je l'ai vu sur Netflix bien. Il a été exploité au cinéma en Belgique. Ouais, parce qu'en France, pas du tout. En France, non, pas non, du tout, ouais. non, États-Unis. aux US. Oui. Ouais. Non, chez nous, non. nous sommes trop loin de ça. Nous, c'est pas très grave en même temps. Voilà, c'est très bien sur Netflix. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers épisodes des aventures donc de Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. J'ai failli dire Craig David, mais c'est pas le même personnage. Daniel Craig David. Daniel Craig David. Oh, la fusion horrible. Daniel Craig David Hallyday. Surtout avec la coiffure qu'il a dans le. Surtout dans celui-ci, effectivement. T'imagines Il a Craig la coupe avec de David Hallyday. Hein. Ah, il a un autre style dans cet épisode, effectivement, ce bon Benoît Blanc. C'est un épisode aussi avec d'autres grands noms. Hein, on a entre autres Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Kerry Washington, Andrew Scott, et puis Thomas Haden Church, Jeffrey Wright, et il y en a d'autres, mais il y en a un, j'ai pas envie de citer son nom parce que c'est un pauvre connard. Voilà, il commence par Jérémy, il finit par Rainer, donc espèce de connard de fasciste, hein, va bien crever. C'est fou qu'il ait fait son petit comeback lui avec ce rôle, parce que depuis son accident, on n'avait pas entendu parler de lui à part ses frasques pro-Trump. Oui, puis là, il aurait mieux fait de crever sous son truc. Hein. Oui, c'est vrai. De se faire Jeffrey Dahmer, quoi. De se faire Jeffrey Dahmer, plutôt. Enfin, bref. Voilà. Non, c'est vrai que je m'attendais pas à le voir. Il est là. Voilà, il est là. Mais bon, le rôle qui lui est réservé et surtout comment ça se passe, j'ai envie de dire, bien fait. Mais en fait, en gros, ça parle de quoi ? Ça parle d'un prêtre absolument fou et controversé d'une paroisse en Nouvelle-Angleterre, si je me trompe pas, qui est assassiné dans des circonstances qui semblent impossibles. Donc c'est New York, hein, c'est pas Nouvelle-Angleterre. C'est dans l'État de New York. Moi, c'est un détail. Mais... J'avais noté Nouvelle-Angleterre, je vais vérifier ça, mais... Parce que je me rappelle, il disait We are in New York à plusieurs reprises, donc pour moi c'était l'État de New York. Mais c'est à côté, c'est pas... On va vérifier, parce que moi j'avais noté ça depuis l'affiche IMDb, mais bon. Mais, bref, ça se passe là-haut. Hein en gros, donc on est sur cette paroisse-là où donc il est mort d'une façon de façon assez impossible, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un meurtre en pièce close, pour ne pas dévoiler comment il meurt. Et donc là venait d'arriver un tout jeune prêtre qui devait être son assistant et qui a un passé un peu trouble, mêlé de violence et d'homicide involontaire, et forcément il est très très mal vu là-bas, et le détective privé Benoît Blanc arrive sur l'affaire pour justement un peu élucider tout ça. Et globalement, là-dedans, on tombe sur une sombre histoire d'héritage, de choses cachées, de mausolées fermés, de tout le monde est à peu près coupable, comme dans les 2 premiers Knives Out, en fait. Hein, la technique, elle reste la même, hein, c'est du whodunit. Ryan Johnson ne s'en cache pas, c'est très très inspiré, clin d'œil à Columbo, hein, parce qu'il adore cette série-là. Et de ce que j'ai pensé de ce film, de ce troisième-là, c'est que par rapport aux 2 premiers, je l'ai trouvé beaucoup plus sombre, dark et poisseux, que les autres étaient très bling-bling, surtout le deuxième, voilà, sur cette île un peu bizarre, mais toujours très drôle, et en tout cas moi j'ai trouvé suffisamment malin pour te retourner un tout petit peu le cerveau et t'avoir glissé tout au long du film des petits easter eggs ou des petits indices que tu en fait étaient devant tes yeux, que t'as pas remarqué. Bref, moi c'est le genre de film que j'aime bien. J'aime beaucoup la façon dont c'est filmé, et puis Daniel Craig dans ce rôle-là, moi je le trouve absolument génial.
Le seul truc que je pourrais regretter là-dedans, c'est que globalement, Mila Kunis, sert à rien. C'est une flic, mais elle sert pas à grand Ouais, chose. totalement, ouais. Je suis assez d'accord, elle a pas... Elle est là pour personnage est dire faire le lien. pas très bien développé, ouais. Non, elle est là pour faire le lien entre la paroisse, l'état où ils sont, et Benoît Blanc, quoi, en fait, tout simplement. Sinon, elle apporte pas grand-chose à l'histoire. Et voilà. Mais en tout cas, moi, c'est un film que je vous conseille si vous aimez les whodunit. Un peu drôle. Faut avoir parfois un peu. Faut pas manger en même temps. Il y a eu quelques moments où j'étais hop, putain de merde. Je m'y attendais pas. Un ou deux petits jumpscares qu'on voit venir, mais on le voit tellement venir qu'on l'attend et qu'on est encore plus surpris parce qu'on se dit merde. C'était à la milliseconde à côté. Mais moi, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir de 2h30 de film. Alors qu'en général, je suis plutôt à râler quand ça dure beaucoup trop longtemps. Là, j'ai pas vu le temps passer. Et voilà, c'est bien joué. Bonne Moi, musique, je me suis c'est très endormie quand même. À quelques Ouais. moments, en étant assise, ce qui m'arrive quand même très rarement. Je mets ça sur le compte de l'âge aussi, parce que je pense que... Mais j'ai trouvé ça un peu... En fait, je m'attendais peut-être encore un petit peu mieux. J'ai vu un peu une évolution entre le premier et le deuxième. Et j'aimais bien le postulat que ce soit un petit peu dans une église, tu vois. cool. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un peu plus sombre et un peu moins bling-bling que les autres. Mais du coup, j'en attendais peut-être un petit peu plus avec ce postulat de départ. Et moi, j'ai vu un peu vite arriver le twist. Bah, Et ça, c'est un peu dommage parce que les précédents, pas du tout. Et voilà. je soupçonnais le twist assez rapidement, mais alors le pourquoi, non. Non, pas vraiment. Ouais. Oui. Toi, c'est ça que j'aime bien, c'est que si tu vois le twist et que tu vois le pourquoi, etc., et qu'en fait t'as déjà tout détricoté, ouais, ça peut être relou. Là, c'est plutôt de j'ai un soupçon de, j'aimerais bien voir comment ils vont y Ouais, arriver. Et puis, de temps en temps, il y avait un petit truc qui faisait que, le soupçon, il retournait un petit peu, puis il revenait. Donc, j'avais l'impression d'être de temps en temps un peu baladé, un peu moins que dans les deux premiers, c'est vrai. Mais, j'étais client. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un peu comme Mila Kunis. Moi, pour moi, le rôle que j'ai trouvé complètement inutile, c'est celui de Kerry Washington. Pour le coup, Oui. elle est encore moins utile que Mila Kunis dans ce film. Je comprends pas. Enfin, c'est un peu. Moi, c'est un peu ce qui me gonfle dans cette licence entre guillemets chez Netflix, c'est que on nous balance une pléthore de personnages, d'acteurs, machin, et en fait, t'as la moitié qui servent pas à grand chose. Et c'est con parce que pour le coup, Josh Brolin, Glenn Close, ils sont super, Daniel Craig aussi. Enfin, Par contre, moi, mais, un acteur que j'aime bien, c'est Thomas Hayden Church. On le voit quasiment pas. bah ouais. Et, mais c'est vrai qu'ils ils mettent des grands noms sur des rôles qui sont assez petits et ouais, bon, C'est un c'est comme peu- ça depuis le premier, mais Je pense que ça participe justement à cacher les cartes, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Oui, on se pour dit te tel personnage, tromper un peu. ouais, c'est ça. C'est un grand acteur, donc forcément, il va avoir un rôle. Donc, on se dit peut-être que ça va être lui. Enfin, je pense que ça joue là-dessus aussi. Puis, je pense que Sans doute, ouais. je pense que c'est aussi un délire que. Je pense il fait un peu bosser ses amis et qu'il se tape un peu des. Enfin, c'est un petit kiff qui se tape, quoi, entre eux. Enfin, Mais c'est ça Ouais, que, c'est vrai. en tout cas, moi, je le ressens comme ça, c'est que je ressens quelqu'un qui se fait plaisir en fait avec son personnage et son histoire. Après, voilà, peu importe ce qu'on peut en penser, est-ce qu'il est moins bon, moins... On sent qu'il y a toujours un plaisir et que, ouais, effectivement, il doit y avoir du copinage. Bon, allez, je vais te faire placer là. Puis de temps en temps, 2-3 nouveaux acteurs et actrices comme ça, on renouvelle un peu, on essaye. Ça me dérange pas. Et puis j'aime bien parce qu'il y a une vibe qui est assez proche aussi de Poker Face, qui est aussi de Ryan Johnson en fait. Et ce genre de petits trucs policiers comme ça, bah, ah ouais, c'est moi totalement j'aime Poker beaucoup. Face. Ouais, c'est ça. Bah, on voit bien où sont ses aspirations et comme je disais, il s'en cache pas.
D'ailleurs, ça me fait rappeler un truc, c'est que je pense qu'il est encore sur Disney+, si je me trompe pas, faudrait que je vérifie, c'est Disney ou c'était à Amazon, mais il y a le film Cluedo de 85, qui, moi souvent quand je vois les à couteau tiré, et encore plus ici, en fait, je repense à ce... Ah bah là, c'est totalement Cluedo. À Cluedo, parce que, oui, c'est le côté huis clos, tout ça, et puis le côté... en fait... tous les acteurs, tous les grands acteurs, etc., qui s'y retrouvent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme les Hercule Poirot et compagnie, hein. Enfin... Ouais... Alors... Ouais, mais c'est vrai qu'il y a, dans Cluedo, il y a le côté manoir... un petit peu victorien, machin, enfin qu'on retrouve effectivement dans ce troisième. Et puis il y a galerie de personnages, alors que Hercule Poirot, c'est très vite centré sur lui, sur Hercule Poirot, alors que là, Benoît Blanc, oui, il y a des choses qui reviennent sur lui, mais il n'est pas tout le temps là non plus. C'est un mélange un peu de tout ça, effectivement, mais là, je sais pas, m'est revenu en tête le film Cluedo avec Tim Curry et Christopher Lloyd, que d'ailleurs... conseille à tous ceux qui ne l'ont jamais vu parce que vraiment c'est très drôle et l'enquête est vraiment surtout il y a j'ai jamais vu moi. Il y a le côté second degré qu'il y a dans les Knives Out qu'il y a pas forcément par exemple dans les Hercule Poirot. C'est dans Cluedo, c'est une comédie là c'est des comédies policières en fait. Ce qu'elle n'avait pas du tout Hercule Poirot. Donc il reste un humour qu'il n'y a pas forcément dans certains trucs de détective, quoi. C'est ça. Et puis le côté très british, très noble de Benoît Blanc, qui finalement est très souvent mis à mal par des situations qui sont à contre-emploi et sans divulgacher quoi que ce soit, moi il y a un moment qui m'a fait extrêmement rire, c'est qu'il y a un cadavre qui est poussé dans les escaliers et on dirait que c'est une espèce de tapis qui est en train de glisser sur les escaliers, et j'ai trouvé ça à la fois sombre et très très drôle, mais voilà, c'est ce genre d'humour là comme ça, de bien placé au bon moment. Enfin en tout cas voilà, moi c'est une série une série de films que j'aime beaucoup encore, et effectivement j'attends peut-être un 4e épisode qui va aller peut-être chercher un peu plus loin encore maintenant, un peu moins ronronnant sur le côté. Moi je trouve que le film est un petit peu trop long, quoi. Enfin, je pense que 2 heures. 2 heures aurait suffi. J'ai l'impression qu'il y a un vrai ventre mou à un moment donné. Et ouais, il y a un moment donné où j'ai un peu déconnecté, et puis j'ai récupéré sur la fin. Et j'ai l'impression que ça, comme tu dis, ça ronronne à un certain niveau. Et je trouve que, en fait, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier parce qu'il y avait une dimension politique sur l'immigration et qui était formidablement bien amenée. Et surtout, ça arrivait à la première élection de Trump, si je me souviens bien. Et du coup, ça avait une résonance folle avec ce que disait ce fou allié. Et bon, je trouve que sur les 2 opus Netflix, il a perdu un petit peu le côté politique, qui je trouve est dommage parce que le mélange entre l'humour, le politique et le policier, ça faisait quand même... moi, j'aime vraiment beaucoup le premier. Donc, je trouve les 2 autres plus sympas à regarder, mais moins marquants, quoi. Ouais. Et je bouclerai ça par en fait un autre film à citer, parce que ça, le fait que tu présentes tout à l'heure The In-Laws, Florian et puis Peter Falk, là vient juste de me faire penser à Murder by Death. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Il est sur ma liste. En fait, j'avais j'avais un cadavre au dessert, je crois. Ah, c'est ça le titre français. En français, oui. Et il est sur ma liste de films à voir. Et ça fait très longtemps que je le cherche et j'ai vraiment du mal à le trouver. Mais... Ouais, c'est un peu compliqué à trouver, et là c'est un peu dans le même genre que Cluedo, hein, mais on a invité 5 détectives et à un dîner, et puis il y a un meurtre et ils doivent
Avec Truman Ils doivent élucider, Capote. quoi. Exactement. Intéressant. Et Peter Sellers. Ouais, Peter Sellers, et Peter Falk. Ouais, Et c'est Maggie pour ça, Smith. Peter- Voilà, Peter Falk, j'y ai pensé par rapport à ce que disait Florian, quoi. Sinon, plus récemment, il y a Coup de théâtre, hein, avec Sam Rockwell, hein, qui était dans le même genre, un peu aussi un peu humoristique, sombre et sympa. On voilà des films à regarder pour la fin d'année, hein. Mais c'est vrai que Un cadavre au dessert, je crois que je dois l'avoir en DivX. Et voilà. Mais bon, ça se trouve en VOD. Faut partager ces choses. Je peux te trouver ça. Petit cadeau de Noël. Un petit cadeau de Noël, effectivement. Ben voilà, on a fait le tour. Donc, niveau recommandation, donc Goodnight Universe, qui est un jeu vidéo. On a The In-Laws, ne tirez pas sur le dentiste. Mais quel titre de merde en français qu'on sent. C'est une référence au film de Truffaut, Ne tirez pas sur le pianiste. D'accord. Ah ouais, tu vois, j'avais totalement loupé ça. Mais il y a effectivement une scène dans le film qui explique pourquoi ça s'appelle Ne tirez pas sur le dentiste. Voilà, et puis donc Last Train niveau musical, L'œil de la lune niveau roman, et Wake Up Dead Man dont on vient de parler. Moi je pense que de toute façon ce soir avant de dormir ce sera un petit Quand Harry rencontre Sally, histoire de rendre hommage à Rob Reiner quand même. Histoire de faire un meilleur hommage que ce qu'a fait Trump. Non mais de toute façon là c'est pas difficile, hein. Je préfère passer ça sous silence. Pour ma part, j'ai jamais vu Exactement. des hommes d'honneur et ça me tente bien. Et ben voilà, chacun un film à regarder. En tout Et cas, puis, faites-vous un film de Rob Reiner aussi. c'est ce qu'on vient, C'est ce qu'on vient de dire. Ah bon, mais je suis en retard, moi. Putain, alors j'ai un problème de... J'ai dit Quand Harry rencontre Sally, et puis il a parlé des hommes d'honneur. Ah bah non. Moi, je suis Sinon, un restée petit Spinal sur, Tap. Non, je suis restée sur Peter Falk et... Bon, je dois avoir du retard sur mon son. C'est pas grave, comme Peut-être. d'habitude, hein. Bon, attention, on va essayer de voir si ça marche toujours ou pas. Ouais. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, autant que possible, culturellement, et puis une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne écoute. Et surtout... Bon Bon Jovi. Bonne journée. Et là, Sarah, 2 heures plus tard. Bon.